Vous écoutez Radio IDFM, le bar de l'économie. Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Jacqueline Voraz pour ce nouveau bar de l'économie avec Philippe à la technique. Bonjour Philippe. Nous sommes vendredi 15 février et il n'est pas de meilleure façon que de terminer la semaine ensemble sur Radio Anguin pendant 90 minutes. Ce matin, j'ai le plaisir d'accueillir Brigitte Enguerrand. Bonjour Brigitte. Bonjour Jacqueline. Brigitte, vous êtes reporter photographe et avec vous, nous allons découvrir ce métier passionnant, mais peut-être pas toujours si facile. Christophe de Paris. Bonjour Christophe. Bonjour Jacqueline. Vous êtes directeur opérationnel pour le groupe CFC, Coopération financière de crédit. Et ce matin, vous êtes venu nous présenter Brookeo, une nouvelle offre révolutionnaire sur le marché du regroupement de crédit. Annette Solermi. Bonjour Annette. Vous êtes chef d'entreprise de Carbonex, spécialisée dans les énergies renouvelables et plus particulièrement dans la production de charbon de bois. Donc nous allons vous écouter tout à l'heure, mais tout de suite nous commençons avec quelques infos du jour. Donc ces infos qui sont le vendredi consacré à l'Europe. Donc première info, désertification des campagnes en Allemagne. Cette désertification a lieu pour les mêmes raisons que l'on peut voir dans d'autres pays, dont la France. Manque d'infrastructures, d'opportunités d'emploi, d'Internet. La fondation Heinrich Böll, fondation allemande, associée au parti politique Les Verts, a publié en janvier un atlas agricole tentant de mettre en alerte le mouvement allemand et l'Union européenne. Tentant de mettre en alerte le gouvernement allemand et l'Union européenne. Elle reproche notamment au système agricole européen actuel de trop profiter aux grandes exploitations. Le problème vient de plusieurs facteurs. En premier, le désamour des jeunes qui ne choisissent pas cette filière. En second, le prix des terres est en hausse dans l'Union européenne. Et en troisième, il reproche le manque d'aide de l'État. Le ministère fédéral de l'Alimentation et de l'Agriculture a indiqué en septembre 2018 qu'environ 42% des entreprises agricoles avaient fermé depuis 1999 et que la quantité de travailleurs agricoles avait baissé d'un tiers. Annette, vous souhaitez réagir? Oui, je voudrais parler un petit peu du cas français plutôt. Oui, bien sûr. Nous avons de la chance d'avoir en France une très belle forêt et il faut savoir valoriser les terres, la forêt, tout en conservant la biodiversité. Bien sûr. Le plus important, c'est d'avoir un point économique, un intérêt économique, bien sûr, pour pouvoir garder les forêts ou l'agriculture, bien sûr, aussi en France. Mais quand il y a un intérêt économique à garder une forêt et à préserver la biodiversité, c'est là où on fait croître la forêt. Et ça, c'est très important. Nous, dans notre cas, on a besoin de bois français pour notre production. Oui. Et on utilise du feuillu dur. Oui. Et on a intérêt à travailler avec l'ONF qui gère très très bien la forêt française. On travaille beaucoup avec les forestiers privés également. Mais ils sont des plans de gestion de 20 ans. Bien sûr, il y a aussi des plantations, mais on gère très très bien en France. La gestion des forêts est très très bien gérée. D'accord. Et donc dans ce cas-là, il n'y a pas de désertification? Non, pas au niveau de forêt. Ce qu'on peut croire, c'est que quand on utilise beaucoup de bois, on pense que la forêt est coupée, déforestée, mais ça n'existe pas. C'est le contraire. Pas ici. C'est pour ça que c'est important de travailler en Europe où on gère bien nos terres. Et donc, est-ce que cet exemple de la forêt est repris par d'autres? Oui, bien sûr. Oui. En Europe, quasiment partout, la forêt est bien gérée. Après, il y a malheureusement des pays où on n'a pas de gestion mise en place pour bien gérer les forêts. Et c'est là où on a le malheur de découvrir la déforestation. Voilà, ça, bon. Merci Annette. Deuxième info. La Finlande abandonne le revenu universel ou l'échec d'une mauvaise idée. Le projet avait été lancé par le gouvernement finlandais début 2017. 2000 chômeurs ont été choisis pour recevoir chaque mois 560 €. Le but final étant d'observer si cela encourage les chômeurs à chercher un nouvel emploi. Le gouvernement a préféré simplement annuler cette expérience plutôt que prévu. Selon Peter Orpo, ministre des Finances, les résultats ne sont pas convaincants.
Le taux d'emploi n'augmente pas. Il dénonce même que ce revenu n'améliore que le bien-être des participants. Il a conclu, pour moi, si vous avez un RUB, vous acceptez un taux que ce revenu vous acceptez un taux d'emploi moins élevé, moins de sécurité sociale et plus de pauvreté. La Finlande était le premier pays à avoir tenté de mettre en place le revenu universel. Troisième info, l'huile de palme condamnée par la Commission européenne. Bruxelles a rendu public le 8 février sa décision vis-à-vis des critères de durabilité pour les biocarburants à base de produits agricoles, visant à stopper les cultures cause de déforestation. Après examen, le principal concerné par ces nouveaux critères a été l'huile de palme, qui a été classifiée à haut risque quasi voulant dire changement d'affectation des sols indirect. L'examen aurait notamment révélé qu'entre 2008 et 2015, 45% des plantations de palmiers à huile se trouvaient sur des zones riches en carbone, un chiffre incomparable avec celui des autres matières premières selon la Commission. Avec cette nouvelle classification, la Commission européenne espère avoir remplacé l'huile de palme d'ici 2030. Notons que les producteurs de moins de 5 hectares et ceux utilisant des terrains abandonnés ne font pas partie de cette classification. Anne-Mette, vous souhaitez réagir également? C'est l'importance de la biodiversité. Il y a des pays où on est obligé de travailler sur des replantations de forêts et très souvent en monoculture parce qu'on ne peut pas faire autrement, on ne peut pas faire pousser une forêt biodiversifiée en quelques années, sauf dans quelques pays où ça pousse très vite. Mais très souvent, c'est quand même des monocultures et ça met en péril la biodiversité. La monoculture est intéressante, c'est la replantation de forêts importantes en Afrique, en Amérique du Sud, en Asie, où on a fait déjà beaucoup de ravages de déforestation. Donc il faut la continuer, mais tout en travaillant en parallèle avec des forêts biodiversifiées. C'est vraiment important. On en revient à la première info, en fait, tout se tient. Oui, voilà. Absolument. Bien, écoutez, merci pour ces commentaires, Anne-Mette. Un peu de musique avant de donner la parole à mes invités. Et on écoute pour Anne-Mette Abba, Mamma Mia. Non, j'ai essayé de mettre des musiques pour toi. J'ai mis Tony Bennett, The Very Thought of You. Super. C'est un joli titre. Donc voilà. C'est pour ça la question de notre musique préférée. Et pour Christophe, j'ai mis Adèle et Indochine. Très bien. C'est parfait. Si, peut-être qu'on n'aura pas le temps d'écouter les 4, mais j'en prends 4 au cas où. Et c'est Philippe qui m'a trouvé Abba parce que je n'avais pas Abba à la maison. Ah bon? Mais alors, quel manque de culture. Quel mauvais goût. Ça va, on va faire ça. Merci. Philippe, Christophe, la semaine prochaine, vous m'autoriserez à filmer? Mais il faut, comme on vient de le dire avec Florence, créer un compte. Oui, il faut me le créer. Ah non, c'est à vous. Ah non, mais je le crée où? Comment? Il faut se connecter via Facebook, c'est pas compliqué. Ah oui, mais il faut me le dire, moi je sais pas. Ah, demandez à votre fille, elle le sait ça. Tout de suite, c'est simple. On est tous obligés de demander. Mais parce qu'elle a un compte Facebook par rapport à ses activités, elle a dû créer un compte Facebook. Non, mais on pourra en parler tout à l'heure. Vendredi, c'est un peu chaud. Mais... C'est simple, hein. Tout le monde le fait. Hein. Non, même les mémés qui nous écoutent. Non, mais je ne savais pas. J'ai des amis, hein, moi je défends. Oui, d'accord. Non, mais les mémés, les tatas, les papis, tout le monde, les grands-mères, tout le monde arrive aujourd'hui. Là, vous m'apprenez, on ne m'avait pas dit qu'il fallait créer un compte. C'est ce que je vous dis. On m'a pas, mais si, puisque ça marche sur un réseau, en fait. Et pour accéder au réseau, il vous faut créer un compte. Vous ne pouvez pas comme ça intervenir. Et à partir du moment où j'ai créé un compte, c'est bon. C'est un peu plus compliqué, c'est pas tout à fait comme ça, mais ça permet en tout cas... Oui, de démarrer. Voilà, c'est une première étape. étape. Peut-être dans 3 mois, je pourrais espérer filmer. Non, mais on a beaucoup d'amis qui nous écoutent et elles ont un compte. Hein. Bon, d'accord. Elles mettent leurs petites photos et tout.
Elles font ça bien. Hein. T'as pas de Facebook, t'as pas de... Si, je suis sur Facebook et sur LinkedIn, mais vous voulez dire qu'il faut que je m'abonne à IDFM, c'est ça? Vous avez déjà un compte sur oui, Facebook? Oui, je suis bah, déjà c'est bon, après il faut le raccorder. tu vois, Mais oui. pas si Ah j'ai oui. vu ça. Mais non, je suis pas si mamie que ça. Mais j'ai pas dit ça, mais je suis mamie. je disais que les mamies aussi avaient un compte Facebook. Non, oui, non, je suis sur Facebook. C'est bien, bravo. Tout le monde est sur Facebook? Oui. Oui. Même si Moi, j'y suis. Je n'y vais jamais. Je ne m'en occupe Il y a pas. que Georges qui est pas. Mais j'y suis. On m'a dit qu'il fallait y aller. c'est à partir de 40 ans et au-dessus maintenant. Hein. Je crois que les jeunes Eh, rigolent quand on... Mais oui, on plaisante. Oui. Mais on n'a pas le sens de l'humour. Non, tant pis, c'est pas grave. Lui aussi, je suis gros. Oui, t'es un peu gros aussi, c'est vrai. Depuis que je te connais, ça. On l'aura mis entièrement, t'as vu? Ah, c'est bien. Je vais profiter du... Oui, mais... Radio IDFM, le bar de l'économie, nous venons d'écouter Abba, Mamma Mia. Je reçois ce matin Brigitte Enguerrand, reporter photographe, Christophe de Paris, directeur opérationnel de CFC, et Anne-Mette Solermi de Carbonex. Alors Brigitte, on commence avec vous notre tour de table. Donc je suis vraiment ravie de vous accueillir sur ce plateau. Je sais que vous êtes très très occupée en ce moment, mais vous avez fait l'effort de venir ce matin, donc merci beaucoup. Donc Brigitte, vous êtes reporter photographe et j'espère bien que vous allez nous dévoiler toutes les facettes de ce métier. Alors comment devient-on reporter photographe, Brigitte? Alors, je suis devenue photographe tout à fait par hasard, Oui, parce que j'avais fait au départ une licence de lettres. Mais à 22 ans, j'ai rencontré un garçon qui était photographe. d'accord. Et j'ai commencé à travailler avec lui. Oui, Et je suis devenue, au bout de quelques années, photographe à mon tour. d'accord. Voilà, donc c'est tout à fait les hasards de la vie Oui, qui m'ont amené à ce métier que j'adore. que vous adorez bien. Donc je crois que c'est que vous étiez de passage à Avignon Oui, et vous vous êtes passionné pour ce festival et Oui. vous avez commencé à photographier. à faire des photos à nous spécialiser dans les photos de théâtre, enfin de D'accord, spectacle. d'accord. Et surtout, ces photos, vous avez pu les vendre dès le Absolument. départ. Donc Absolument. que vous aviez un œil déjà bien aiguisé à ce genre de J'imagine, photos. oui, j'imagine. Oui. Vous n'aviez jamais fait de photos avant? Alors mon ex avait été photographe, lui, Oui. et moi je suis venue à ce métier Oui, mais je veux dire, au fil avant du de, temps. avant de faire ces photos au Festival d'Avignon, vous n'aviez vraiment pas fait de photos? Non, Non. Donc c'était vraiment, vous avez Le cette tout début, vocation finalement. absolument. Bien. Et ensuite, vous êtes parti faire un reportage sur les camps palestiniens en Syrie. Oui, Donc, parlez-nous un peu de cette expérience. c'était en fait sur l'entraînement militaire des enfants qui avaient 10 ans et le maniement des Kalachnikov. Ah C'était oui. assez impressionnant. Ah oui, Et c'était dans les années 71, c'est-à-dire vraiment les débuts du mouvement palestinien. Voilà. Et ça nous avait intéressé de voir oui. comment se passait cet entraînement dans les camps. Et il y Ouais. avait parallèlement aussi un peu les gauchistes, certains gauchistes 68ards un peu qui s'entraînaient aussi dans ces camps Ah oui, militaires. d'accord. Et Des mais noms, je- des noms. Je n'aurais jamais imaginé que ce serait toujours pas résolu. Ouais. Donc j'imagine qu'il faut quand même certaines qualités humaines pour arriver dans ces camps, on se contente pas de photographier. En Non. fait, le moteur de ce métier, c'est la curiosité, Oui, le fait d'aimer les autres, d'être intéressé par Ouais. les gens, et voilà, c'est un métier de rencontre et de. oui, un peu altruiste. Hein. Oui, on peut dire ça. On peut dire ça. Mhm. Donc, au fond, vous êtes témoin de votre temps. Et est-ce qu'après cette expérience en Syrie, vous avez beaucoup parcouru le monde? Non, en fait, on est arrivé à cette spécialisation sur la photo de spectacle. Oui. Et pendant 40 ans, après, j'ai photographié. Donc, c'était juste. Si une année, je suis allée au Nigeria
Oui. Travailler un peu sur l'industrialisation des les entreprises de caoutchouc, par exemple. Je pensais à l'exploitation du pétrole, enfin, voilà. Et ça m'intéressait, au lieu de m'intéresser au côté un peu folklorique, on va dire, ça m'intéressait de voir l'évolution et l'évolution technologique dans ces... Voilà. Mais après, je suis revenue au spectacle et... Oui, c'était votre passion. Absolument, finalement. absolument. Donc, alors, dites-nous comment vous avez rencontré ce milieu du spectacle. Parce que là aussi, j'imagine qu'il faut... c'est vous qui êtes allé vers ces gens, on est venu vous chercher, comment ça s'est passé? Non, on n'est pas venu nous chercher parce qu'on ne connaissait personne. C'est en allant à ce festival d'Avignon, on a découvert que éventuellement ça pouvait fonctionner et que les journaux pouvaient... à l'époque, les journaux passaient beaucoup de photos de spectacles. Les pages culture avaient une place beaucoup plus importante que maintenant. Et on a vu que ça pouvait fonctionner. La première photo qu'on est passée, c'était Don Quichotte dans l'humanité. C'est tout un symbole. Ah oui, en effet. Et voilà, l'humanité est en train de fermer, enfin d'être dans de grosses difficultés financières. Et Don Quichotte se bat toujours avec ses moulins à vent. Avec ses moulins à vent. Voilà. Et du coup, voilà, on s'est orienté parce que c'était... on a vu que le reportage politique était très difficile parce qu'on était en concurrence avec les grandes agences, avec des photographes très implantés. Et on a vu qu'il y avait un créneau possible dans ce... Et puis, le spectacle ce milieu nous a passionnés aussi. Voilà, de fréquenter, de photographier des comédiens, Et puis en plus, il y a le plaisir de partager aussi des moments de répétition avec toutes les équipes et qui créent les costumes, les lumières, les maquillages, les décors. Donc c'est vrai que c'est toute une énergie d'un groupe mis au service d'une création artistique. Et c'est du bonheur de partager ces moments avec eux. Donc vous étiez au théâtre tous les soirs ou oui, pratiquement. Oui. Ah, oui. C'est pour ça que j'ai un rythme de noctambule. Très bien. Vos horaires matinaux sont tout à fait incroyables. C'est pas l'idéal. Bien, donc vous étiez, je crois, enfin vous êtes peut-être toujours d'ailleurs le photographe attitré de la Comédie Française. Oui, je suis devenue. Enfin ça c'était en 2007, j'ai été engagée par la Comédie Française. Nous sommes 3 photographes et voilà, et je partage avec les comédiens du Français, voilà, des moments de bonheur. Donc ça, là, je viens de suivre les répétitions de Fanny Alexandre, qui est une mise en scène d'une jeune femme qui est d'une intelligence et d'une inventivité remarquable, et ça m'a vraiment passionnée. Bien. Alors, une question que je voulais vous poser aussi, c'est que quand on fait des photos, après, il faut savoir les vendre. Et puis, donc, il faut trouver les magazines qui veulent bien les acheter. Puis après, il faut savoir les négocier. C'était votre... vous saviez faire ça? Non, pas du tout. c'est la difficulté d'allier le côté commercial. Mais bon, on est obligé d'apprendre. Ça se fait par là. Au fil du temps. Et puis après... C'est vrai que si vous faites une bonne réputation, les gens vous connaissent et les choses sont... C'est plus Mais facile. les débuts de ces métiers, c'est... Quand je vois des jeunes photographes, je leur dis, il faut compter, c'est 10 ans de galère. Et après, c'est des années de bonheur. Mais le chemin est difficile. C'est pour ça que beaucoup de jeunes renoncent parce qu'il faut être tenace, têtu. Croire en soi, croire en ce qu'on veut faire, et parce que personne n'est partant dans la famille est très sceptique, personne n'y croit, vous dit ça n'est pas forcément soutenu, ça n'est pas un métier, enfin et en fait de choisir des parcours difficiles comme ça, moi c'est ce que je conseille un peu aux jeunes, de choisir quelque chose de difficile. En sachant qu'il faut 10 ans de spaghettis, de pommes de terre et de vaches maigres, mais qu'après, c'est un bonheur formidable qui n'a pas d'égal de faire un métier qu'on aime et qui vous passionne.
parce qu'on n'a pas l'impression de travailler. Oui, c'est ça. Oui, oui, oui. Et c'est juste... et je me sens très privilégiée, parce qu'on n'est pas tant que ça à faire voilà, un métier de passion. Donc je défends ça avec énergie. Vous avez bien raison. Et est-ce qu'il y a peut-être des écoles maintenant dans lesquelles les jeunes peuvent aller? Il y a beaucoup de bonnes écoles. Oui. Vous pouvez nous en citer? On avait souvent en stage à l'agence des élèves des Gobelins, l'école des Gobelins, qui est formidable. Il y a une école dans le 15e qu'on a parrainée le matin, comme ça. Oui, bah, ça vous reviendra tout à l'heure. Plein d'écoles absolument formidables de photos. Et je pense qu'il faut allier aussi la formation vidéo maintenant. Oui, parce que c'est devenu très lié. Avant, je pouvais... Mais moi, j'ai regretté de ne pas avoir fait de formation. Ah oui. Vous pensez que vous auriez gagné un peu de temps? Oui, bien sûr, bien sûr. Après, c'est vrai que toute la partie technique, finalement. Les techniques ont tellement évolué, parce qu'à l'époque, c'était on travaillait en négatif. Et après, j'ai dû me mettre au numérique. Au numérique, voilà. Oui, c'est une question que j'allais vous poser. Qu'est-ce que ça a modifié pour vous, le numérique? C'est une autre façon de travailler, c'est complètement autre chose. Donc, il faut apprendre à traiter les images. Et maintenant, je travaille seule, d'une certaine façon indépendante. Alors que pendant toute une partie de ma vie, j'étais un peu une princesse photographe, on va dire. C'est-à-dire qu'il y avait un laborantin qui faisait des tirages magnifiques. Et après, il y avait des je sais pas comment on appelle ça, enfin pas des graphistes, mais qui travaillaient devant les écrans, qui travaillaient les images. PAO, de la PAO. Et moi, je passais derrière en disant « Ah, là, il y a un peu trop de magenta. » Voilà. Et maintenant, j'ai travaillé seule, donc à partir de 2007. Donc, j'ai dû apprendre tout ça. Mais finalement, c'est assez tonique. Et, oui. Je pense que ça doit être assez passionnant aussi. Je me suis mise un peu en danger. J'avais un peu peur. Mais finalement, on apprend. Je suis allée voir des gens compétents qui m'ont... Voilà. Et j'ai appris à faire par moi-même. Non, le résultat, c'est et à prendre des billets de train et à plus avoir d'assistante qui faisait tout ça. Ah, voilà. Mais c'est très bien. Et c'est très bien d'être... Vous êtes complètement autonome. Indépendante. Oui, absolument, absolument. Mais quand vous nous décrivez ce métier de photographe, finalement, c'est très proche justement des comédiens. Hein. Je pense que c'est la même... quand vous dites qu'il faut 10 ans de galère pour arriver à s'en sortir. Oui, pour les comédiens, c'est vrai que c'est la même. Oui. Et puis eux, en plus, alors la difficulté, c'est il faut qu'ils soient choisis. Oui. C'est-à-dire qu'ils sont... Ah oui. Il faut qu'il y ait le désir d'un metteur en scène. Oui, une difficulté supplémentaire. Alors qu'un photographe, nous, on peut produire nos sujets, on peut être à l'initiative d'un travail. Donc pour eux, c'est encore plus compliqué, parce que tout seul, un comédien, voilà, il est chez lui, il attend que le téléphone sonne. Et je pense que ça, c'est angoissant. Oui, c'est un peu... Alors que photographe ou vidéaste, maintenant on peut prendre sa valise, partir, aller faire un sujet, essayer de le vendre après. Enfin, il y a une part d'initiative. C'est vous qui décidez, enfin j'imagine que vous avez des commandes, mais vous pouvez décider d'aller photographier tel ou tel événement? C'est ça, moi j'ai fait ça toute ma vie. Et maintenant, depuis 2007, là, je dis que je suis devenue une photographe vénale, c'est-à-dire que je fais un peu comme les comédiens, j'attends que par exemple la Comédie Française me paie les reportages. J'ai travaillé au Théâtre du Rond-Point et je suis payée au reportage. Donc c'est pas moi qui décide d'aller faire... donc je suis devenue une photographe vénale. Alors qu'avant, c'était moi qui désirais aller faire les photos et qui les vendais... Mais le fait de travailler comme ça pour la Comédie Française, est-ce que ça ne vous empêche pas de faire d'autres reportages? Vous avez quand même une certaine liberté. Non, mais là, je vieillis un petit peu, donc j'ai travaillé... Vous avez ralenti? J'ai ralenti un petit peu. J'ai travaillé beaucoup pour le Théâtre National de Bretagne, à Rennes. Oui. Donc j'allais très souvent suivre toutes les grosses créations. C'est un théâtre important qui faisait des créations importantes qui circulaient pas mal. Et maintenant, oui, j'ai un peu ralenti quand même. Et puis là, j'ai cédé
toute ma collection de photos, donc 40 ans d'images, à la Bibliothèque nationale de France. Donc voilà, et j'ai donné hier le disque dur des photos numériques. Ça y est. Ça y est. Donc je suis libérée de... Je suis très heureuse de ça. Vous avez rendu le bébé. En novembre, des déménageurs sont venus chercher les diapos et les films négatifs. Donc ils sont venus vider une pièce entière de la maison. Ouais. Et hier, c'est un hasard. Et je me sens libre et j'ai l'impression que je vais recommencer une nouvelle vie. Formidable. Bizarrement, oui, c'est parce que j'ai un âge où c'est plus du tout d'actualité de faire ça. Mais arrêtez de parler j'ai de j'ai ce sentiment en tout cas. Bon, écoutez, en tout cas, c'est passionnant tout ce que vous nous dites. On viendra avec vous justement pour parler de la Bibliothèque nationale tout à l'heure. Donc, vous avez bien mérité d'écouter Tony Bennett, The Very Thought of You. Non, mais c'est passionnant. Ah oui, c'est vrai que c'est passionnant. Ça donne envie, hein. Vous allez en savoir plus. Je te demanderai tout à l'heure, parce que justement, je voudrais qu'on parle, tu vas nous parler un peu plus de la BNF, pourquoi, comment, et puis, tu as pas des anecdotes à nous raconter sur les comédiens? Tu y réfléchis? Vous pouvez pas le mettre un peu plus fort, Philippe? Il n'entend pas. Un peu plus fort, qu'on entende un peu? Pas avec oui, c'est vrai. les sinon, vous prenez le casque. Ah oui, d'accord. Si tu veux écouter. Ah, merci, c'est gentil. Mais je voulais vous demander, dans le métier, dans votre métier, oui. Il y a des Qu'est-ce que tu dis? Où c'est vraiment le photographe, reporter. Non, il y a des spécialités. Tous les photographes sont très spécialisés. Parce qu'il y a des gens qui font du parti tout. Enfin, je sais pas, par exemple, le tourisme, il y a des gens qui font beaucoup de reportages sur des endroits, des lieux. Il y a des photographes de guerre, il y a des photographes de mode, des photographes de publicité. À ce moment-là, on précise. Oui, les gens sont... On vous met très vite dans une case. Quand ça fonctionne dans un créneau, après c'est très difficile de chevaucher, passer là. Parce que les gens ne comprennent pas trop. On est très comme ça. Donc on est un peu enfermé. Mais en même temps, moi je trouve que c'est bien de suivre une... Ah oui, je crois que Ça existe, c'est le seul moyen de... comme dans n'importe quel... Parce que C'est déjà vaste le monde. L'expérience fait qu'on se bonifie quand même. C'est... oui, on progresse quand même quand on trace toujours le même site. En fait, c'est pas répétitif, c'est... Enfin, si on s'investit, si on s'y investit, si on fait pas clic-clac. Mon frère est photographe et c'est lui qui fait toutes les images et les vidéos pour notre entreprise. C'est vrai que du coup, on travaille ensemble sur le sujet, c'est vraiment intéressant. Oui, parce que c'est une réflexion aussi oui, sur... oui. On enchaîne avec vous, hein, Christophe, après. Ouais. Je vais écouter un petit peu de la pub. C'est mon disque. Vous voulez être plus fort, c'est le bouton extérieur, là. Ouais, celui-là. Celui-là? Pour mettre plus fort. Je tourne. C'est pour... oui. C'est tout fort. Voilà. C'est bon, non? Non, c'est Bennett. Oui. Vous avez fait un bon choix. Comment? Je sais pas, vous avez fait un... Merci Jacqueline. Je vais juste prendre mes notes dans le sac. Allez-y, Ça se voit bien sur sûr. la vidéo. Ça fait rien, c'est pas grave. C'est doux et en même temps... Attention. Tony Bennett, The Very Thought of You.
Vous êtes sur Radio IDFM, le bar de l'économie. Ce matin, j'ai le plaisir de recevoir Brigitte Enguerrand, reporter photographe, Christophe de Paris, directeur opérationnel de CFC, une filiale du groupe ASU 2000, et Annette Metz-Solermi de Carbonex. Christophe de Paris, on continue notre tour de table avec vous. Donc, je viens de dire, vous êtes directeur opérationnel de CFC, une filiale du groupe ASU 2000. Et je rappelle pour nos auditeurs que CFC signifie Coopération financière de crédit. Et ce matin, Christophe, vous souhaitez nous expliquer ce qu'est Brokeo. Donc voilà, dites-nous ce qu'est Brokeo. Alors, je vais essayer de le faire de la manière la plus simple possible, puisque après un sujet aussi passionnant qui était la photographie, etc., on revient sur un sujet crédit, finance. Oui, plus terre à terre. Un peu plus terre à terre, voilà. Je vais essayer de résumer ça très simplement. En fait, donc CFC, Coopération financière de crédit, est une marque qui existe depuis 17 ans maintenant. D'accord. Filiale du groupe ASU 2000 depuis 2015. Le rachat de crédit aujourd'hui, le regroupement de crédit, est une solution en fait dans le monde du crédit qui existe depuis une trentaine d'années à peu près. D'accord. Et que nous pouvons proposer aujourd'hui par différents modèles de distribution, par différents canaux de distribution. Le premier, c'est celui que représente la marque et le groupe CFC. C'est le modèle de proximité, le modèle qui s'adresse au grand public via les réseaux bancaires traditionnels. Je ne citerai pas de marque ici, mais tous les réseaux bancaires sont concernés. C'est-à-dire qu'ils nous confient leurs clients, soit en difficulté de remboursement passager, soit une clientèle qui a plus désir et volonté d'avoir un projet de vie, et que leur endettement actuel ne permet pas en fait d'accéder à ce projet. Ça, c'est le premier canal historique de distribution. Les temps changent, les temps évoluent, je ne vous l'apprends pas. Aujourd'hui, on a une clientèle aussi extrêmement web, extrêmement Internet. Et avant d'aller voir leur banquier, aujourd'hui, les clients vont plutôt voir Google. Ils vont consulter, vont consulter et cherchent une solution via le net. Là, nous avons aussi notre propre marque, aujourd'hui, connue dans le monde du regroupement de crédit, qui s'appelle Crédit Market, où le client, où le client, aujourd'hui, remplit simplement sa demande. Et nous sommes à sa disposition pour une solution, là aussi, rapide, et où nous traitons à distance, par la voie téléphonique, le mail, etc. Et nous avons une troisième marque un peu plus spécifique, qui s'appelle Brokeo. Brokeo, aujourd'hui, en fait, est une solution à destination des professionnels qui eux-mêmes s'occupent des particuliers qui souhaitent avoir une solution de regroupement de crédit. D'accord. Je m'explique simplement. Allez-y. Je vais essayer d'employer des termes très simples, plutôt grand public plutôt que professionnel, vous m'en voudrez pas. Non. Mais moi, j'espère que tout le monde comme ça comprendra. Notre domaine d'activité, bien évidemment, est très encadré aujourd'hui, juridiquement notamment, et depuis quelques années maintenant, tout courtier ne peut pas faire du regroupement de crédit en direct. C'est-à-dire qu'il nous faut des mandats, il nous faut des autorisations, on va dire ça simplement, et il faut prouver une certaine taille, une certaine dimension et un certain volume d'activité pour pouvoir prétendre à avoir les solutions que nous proposent les banques pour pouvoir faire du regroupement de crédit. Donc quand on est aujourd'hui plein de bonne volonté, qu'on est courtier, qu'on décide à Enghien de s'installer et de dire tiens, j'ai envie de proposer des solutions de regroupement de crédit à des clients ou du prêt immobilier, je ne peux pas avoir accès directement à ces solutions. Je suis donc obligé de passer par un courtier de taille un peu plus importante, de taille un peu plus volumineuse, qui lui va m'aider finalement à accéder à cette solution finale auprès des banquiers pour pouvoir finalement trouver un plan de financement, un crédit, un regroupement de crédit aux clients. Brokeo, c'est ça. D'accord. La marque Brokeo, aujourd'hui, c'est une solution qui existe depuis des années, connue là aussi dans notre petit monde du regroupement de crédit. On propose à l'ensemble des courtiers aujourd'hui de la place qui n'ont pas accès au mandat des banquiers directement, de nous rejoindre et de trouver finalement solution auprès de leurs clients. Donc cette marque existe depuis des années. On a évoqué fin d'année 2018 un nouveau mode de communication auprès de ces petits courtiers. C'est pas péjoratif, c'est pour que tout le monde comprenne. C'est une question de taille, de volume d'affaires, en fait. Exactement. C'est une question de taille et de dimension. Quand une enseigne nationale comme la nôtre présente sur l'ensemble du territoire
peut proposer des solutions dans le nord, dans le sud, à l'est, à l'ouest et à Paris bien évidemment. On trouve des solutions pour tout le monde. Donc tous ces courtiers nous rejoignent et finalement nous avons lancé une grande campagne en fin 2018 pour donner un nouvel élan en 2019 à ce monde du regroupement, enfin du packager, pardon, du grossiste, on va appeler ça comme ça aussi, pour les petits courtiers, où on leur a dit c'est un monde très fermé, un monde un peu qui vit en huis clos depuis des années, manquant totalement de transparence. On parle de rémunération, c'est pas un mot tabou, on est une entreprise commerciale, on peut se parler de rémunération, on peut parler aussi de solutions pour les clients, on peut parler aussi de services à destination de ces petits courtiers et donc par effet de rebond pour leurs propres clients. Et donc on a revu complètement notre mode de fonctionnement avec Brochéo, dont le siège est à Lille, mais présent sur l'ensemble du territoire. Et avec sa directrice, donc Cindy Urbanski, on a décidé d'aller à la rencontre de tous ces courtiers. C'est ça, vous avez fait un tour de France en 7 jours avec 7 villes, c'est ça. Exactement, voilà. C'était passionnant. C'était passionnant. C'était 7 jours, 7 villes, 7 réunions, où on s'est servi des réseaux sociaux, on s'est servi aujourd'hui de tous les moyens de communication existants, pour dire aux courtiers qui nous connaissent, mais aussi ceux qui ne nous connaissaient pas, bah, venez nous voir. Venez nous voir, on va vous raconter une histoire. Cette histoire, c'est celle de Brochéo. Comment on envisage de travailler avec vous? Alors, j'en parle certainement avec un peu de passion et je manquerai peut-être un peu de temps. Mais on leur a expliqué comment le mot révolution, on voulait l'adapter à leur mode de fonctionnement aujourd'hui, en étant totalement transparent avec eux sur le mode de fonctionnement aujourd'hui du regroupement de crédit. D'accord. Et alors, est-ce que ces courtiers étaient au rendez-vous dans chacune de ces villes? C'était la grande question. C'était quelque part un peu notre crainte. Je suis responsable de cette entreprise et de me dire on se lance dans une aventure et si finalement on communique beaucoup et si c'est un flop, bah, voilà, c'est un flop. Et ben non, ça a été un franc succès. Je dis pas ça juste pour faire de la promotion, de la publicité. On était surpris agréablement du nombre de courtiers qui sont venus nous rencontrer en disant bah oui, on a besoin de vous. Aujourd'hui, on est un peu esselé dans notre coin. On a des solutions qui existent, mais qui ne correspondent pas à toutes nos attentes, à tous nos besoins. Oui, on vient vous rencontrer. Et donc, on a rencontré à peu près 150 courtiers indépendants au cours de cette tournée, je dis ça comme ça. Ce que vous considérez comme un franc succès. Ah oui, absolument. Oui, parce qu'on est parti finalement d'une communication, on s'est servi des réseaux sociaux, on s'est servi de LinkedIn, de Facebook, enfin voilà, de mail. Et puis oui, c'est un franc succès. Et les retours, on les a aujourd'hui surtout. C'est ça. Puisque faire un tour de France en 7 jours, c'était bien, avoir beaucoup de monde, c'était bien, mais c'était surtout derrière ça. Oui, de voir comment ça allait, le retour sur investissement. Exactement. Et donc pour vous, vous avez réussi à faire bouger les lignes dans ce domaine? On a réussi à faire bouger les lignes en secouant un peu le cocotier d'un domaine d'activité, je ne vais pas dire qu'il se sclérosait, mais qui patinait depuis quelques années. Confortablement, voilà. C'est ça. Et avec notre actionnaire, donc à Sud 2000, on s'est donné les moyens de se dire, si j'étais moi petit courtier aujourd'hui, et je l'ai été, puisque j'ai démarré comme ça, qu'est-ce que j'attendrais face à une clientèle aujourd'hui qui évolue, face à un grand public qui connaît le rachat de crédit aujourd'hui, qui connaît le regroupement de crédit, alors qu'il y a 10 ans, c'était encore complètement inconnu. Et bien donc on est parti d'une feuille blanche, avec l'ensemble de l'encadrement, avec notre actionnaire, et puis on a bâti ce projet. Vous avez réfléchi ensemble. Alors donc, quelles sont les villes où vous êtes allés? Alors là, j'espère que ma mémoire va pas faillir. Écoutez, forcément Paris, Lille, Nantes, Bordeaux, Lyon, Marseille. Je dois en oublier là au passage Metz, bien évidemment. Je n'oublie pas nos amis de l'Est. Et il doit me manquer une ville. Elle va vous revenir. Elle va me revenir très certainement. Et est-ce que vous avez constaté plus ou moins de succès suivant les villes ou suivant les régions? Alors ça se dit pas comme ça? Si. C'est un peu compliqué. Là, en revanche, on a eu une ou deux dates un petit peu plus, je ne vais pas dire plus compliquées, mais avec un peu moins de présence.
l'a jugé sur est-ce que c'était l'attractivité de Brochéo, je pense pas, puisqu'on avait beaucoup d'inscrits, mais on est tombé aussi en plein début, j'ouvre et je ferme la parenthèse tout de suite, je ne tomberai pas dans le débat, de l'action des Gilets jaunes qui barrait les périphériques, les autoroutes, les gares, donc voilà. Mais globalement, on a eu énormément d'inscrits. Donc voilà, puis en plus on a fait ça dans des lieux très sympas. J'ai notamment là, le souvenir de Lyon, où on a fait ça dans le stade de foot de Lyon, Groupama Stadium, et donc forcément ça associait le côté sympa et le côté très professionnel. Donc oui, ça a été un franc succès. D'accord. Alors, les volets, il y a 3 volets dans l'offre de Brochéo. Un nouveau mode de rémunération, une répartition à 50-50 des marges et un nouvel outil informatique. Est-ce que vous voulez nous en dire quelques mots? Brièvement, quelques mots. Nouvel outil informatique, oui. Là aussi, on met à disposition de nos courtiers, mais aussi notre propre outil, un nouvel outil informatique très, très simple d'utilisation, très ludique. Aujourd'hui, de toute façon, c'est pas compliqué. Comme pour tout, il faut que ça aille vite, bien, facile, qu'on puisse emmener son outil informatique chez le client. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait une application, il faut qu'on puisse se servir de son téléphone, de son smartphone. Enfin voilà, c'est tout ça qu'on a développé pour mettre à disposition de nos courtiers. Les marges, je vous en parlais, je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas tabou. Oui, une partie de la révolution a été de dire, écoutez, on est grossiste, vous êtes petit courtier, on sait comment aujourd'hui, on sait quels sont vos besoins, on sait que vous avez besoin surtout d'assurer la pérennité de vos structures, comme nous, de toute façon. Donc soyons juste transparents, et on va se dire qu'on va dans un modèle gagnant-gagnant, et on partage tout. D'accord. Si vous gagnez 10, il y en aura 5 pour vous, 5 pour nous. C'est pas compliqué. Et donc forcément c'est très attractif pour eux, mais après aussi donnant oui, gagnant oui, mais comme je dis toujours, il n'y a pas de concession sans contrepartie. On est aussi exigeant auprès de nos courtiers sur la qualité du travail qu'on va leur demander, mais ça ils adhèrent complètement de toute façon, parce qu'on leur explique pourquoi on veut d'exigence, on leur explique aussi leur intérêt d'être exigeant. Voilà. Oui, bien sûr, c'est gagnant-gagnant. Exactement. Absolument. Exactement. Merci Christophe, on reviendra avec vous parce que j'aurai d'autres questions à vous poser. Je vais passer la parole à Annette Met-Solermi. Alors Annette Met, vous êtes chef d'entreprise pour l'entreprise Carbonex. Et c'est une société qui a été créée en 1993, une entreprise familiale qui se porte bien et dont le siège est en Champagne-Ardenne, près de Troyes. Donc, comment est née cette entreprise, Annette? Cette entreprise est née, créée par la famille Solermi, on va dire. Mon beau-père espagnol, qui avait des connaissances dans le charbon de bois, qui travaillait déjà avec du charbon de bois pour barbecue, des agrumes et autres, avait des bons contacts et ça a permis de démarrer une entreprise par ses fils qui ont démarré l'entreprise en 1993, créer une production de charbon de bois en France, sans vraiment connaître le processus, et les premières années étaient très artisanales. On est arrivé en Champagne, on s'est installé dans un petit village Gillé-sur-Seine dans l'Aube et on a démarré l'entreprise ensemble. On a créé, on a développé, on a réinvesti au fur et à mesure des années et on a commencé vraiment avec la pelle à la main, comme on dit. Vous êtes allé au charbon, comme on dit. Voilà, exactement. Ensuite, le parcours a voulu que c'était devenu difficile de produire en France parce que il y a des contraintes, heureusement, je dirais, écologiques qui font qu'on n'a plus le droit de produire en polluant. Donc, on a dû cesser l'activité, en fait, pas cesser l'activité, mais arrêter de produire en France et faire de l'importation de produits de charbon de bois pour barbecue pendant quelques années. Et on s'est rendu compte que ces produits, en voyageant et en découvrant un peu les fournisseurs, que ces produits étaient des produits issus de déforestation, de désastres humains, environnementaux. On a voyagé en Afrique, on a vu que c'est un trafic de produits. En fait, le charbon de bois, c'est de l'or noir. Il y a vraiment beaucoup d'argent derrière et beaucoup de désastres derrière. Et on se dit, mais le charbon de bois en Europe, c'est pour le loisir. En Afrique, le charbon de bois sert à se chauffer, à faire manger. Et nous, on va chercher un produit qu'eux, ils ont besoin
une certaine quantité. Et nous, on le fait importer pour le loisir. Et on se dit, mais c'est pas possible de travailler comme ça. On va trouver des solutions pour produire sans polluer en France. Et on a on a développé en interne un process unique. D'accord. Donc, on a créé une technologie innovante de carbonisation. On a créé une cogénération. En fait, on a réussi pendant la carbonisation, il y a des gaz et des fumées qui se créent. Oui. On les récupère et on transforme en électricité verte. D'accord. Donc, on fournit 10 000 foyers en électricité renouvelable. Oui, c'est énorme. Voilà, c'est bien, on est très contents. Et on fabrique un charbon de bois éco-responsable. Alors, on crée aussi de la chaleur que l'on peut utiliser en interne. Donc, on chauffe notre bois, on préchauffe notre bois, on chauffe nos briquettes de charbon de bois également. C'est dans le cadre de l'économie circulaire. Et on essaye d'être le plus éco-responsable que possible. Absolument. Afin d'économiser la biomasse qui est le bois, qui est quand même précieux. On utilise du bois d'éclaircie dans les forêts. Donc, on préserve bien sûr le bois noble qui part pour l'industrie. Et ce n'est pas notre intérêt du tout de voir partir le bois qu'on peut garder pour l'industrie. C'est quand même très intéressant. Donc, nous, c'est du bois d'éclaircie. Et on travaille, comme j'ai dit tout à l'heure, avec l'ONF, l'Office national de bois, et avec les forestiers privés qui gèrent très très bien la forêt. D'accord. Alors ce processus de carbonisation à haut rendement vous a valu d'être sélectionné dans le cadre du Grenelle de l'environnement pour la production d'électricité à partir de ressources renouvelables. Est-ce que ça a été un accélérateur pour vous, cette oui, ça a été notre virage éco-responsable, on appelle ça. On a répondu à l'appel d'offres sous le Grenelle de l'environnement. On a été sélectionné en 2010 et on a commencé à chercher les financements pour monter notre projet. Oui. Alors je voudrais dire, admettre que vous avez un département R&D, bien sûr, dans lequel vous avez 8 personnes à temps plein et vous investissez chaque année 1 million d'euros pour cette recherche. Effectivement. Pour nous, le développement est très important. La technologie est très intéressante et on a une très très bonne équipe. On a un bureau d'études en permanence. De chercheurs. Donc, effectivement, on dépense beaucoup d'argent, mais c'est vraiment très intéressant. C'est incontournable, j'imagine. Voilà. Donc, on a une équipe de jeunes qui ont des bonnes connaissances dans les énergies renouvelables. On a notre expérience avec les personnes qui travaillent avec nous depuis le début, avec notre propre expérience de carbonisation, de connaissance du produit. Et tous ensemble, on a réussi à faire ce développement, ce process unique qui fonctionne très très bien. Donc, est-ce que c'est l'objet d'un brevet aujourd'hui? On a plusieurs brevets, effectivement. Oui, plusieurs. Voilà, on a plusieurs brevets et c'est vrai que c'est difficile parce que on a envie d'expliquer et montrer notre site qui est intéressant, mais c'est aussi toujours dans la crainte de se faire copier. Bien sûr, bien sûr. Donc, voilà. Ce n'est pas le cas. Il faut toujours être méfiant, mais ouvert quand même. Et donc, dans votre équipe de chercheurs, ce sont des chimistes, ce sont On a des ingénieurs spécialisés dans les énergies renouvelables. On a des dessinateurs, on a des gens d'expérience, je dirais, vraiment dans notre produit, dans tout ce qui est autour de la carbonisation, qui n'est pas très connu. Il faut savoir que la carbonisation, le process, c'est de chauffer du bois sans le brûler. Donc, il n'y a pas d'apport d'oxygène. On fait chauffer du bois et on transforme le bois en charbon de bois. Donc, j'imagine que ça doit être très lent si on ne doit pas brûler. Alors, nous savons, comme j'ai dit, on a la chance de pouvoir utiliser notre propre chaleur pour préchauffer le bois. Donc, ça ralentit le processus de carbonisation. Donc, on a des périodes de 8 heures à peu près de carbonisation. D'accord.
Et donc on trouve sur votre site une bio-raffinerie donc, qui produit, en fait, comme vous l'avez dit. C'est une bio-raffinerie, on purifie le bois, on enlève tout ce qui est mauvais dans la fumée. Quand on fait cuire, quand on fait une grillade avec du bois, il y a de la fumée, donc il y a beaucoup de choses mauvaises dans la fumée. Il vaut mieux éviter. Nous, on enlève tout ce qui est mauvais dans la fumée. On transforme en électricité, donc il n'y a aucune émission de fumée. Et quand on utilise du charbon de bois pour faire ces grillades, tout ce qui est mauvais dans la fumée a déjà été retiré. Le bois est purifié. D'accord. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux utiliser du charbon de bois quand il est fait d'une manière éco-responsable, bien sûr, que de faire ces grillades sur du bois directement. Ou alors attendre vraiment qu'il n'y a que les braises. Mais je conseille d'un point de vue écologique, d'utiliser du charbon de bois fabriqué chez nous, parce qu'il n'y a vraiment pas d'émissions, pas de pollution pendant la production. Oui, j'ai entendu plusieurs fois dire que certaines cuissons au barbecue pouvaient être cancérigènes. Voilà, alors tous les ans, ça revient dans la presse qu'il ne faut pas faire des barbecues. Mais pas avec votre bois. En fait, c'est pas ça la question. La question, quand on fait brûler sa viande ou ses légumes ou son pain ou autre, qu'on fasse brûler à la poêle ou au gaz ou au bois, c'est mauvais. C'est ce qui noissit sur la viande qui peut être cancérigène, effectivement. Si on fait des grillades sans beaucoup de retour de flamme, donc la viande ne crame pas, on va dire, ne brûle pas, on peut faire des cuissons en indirect, on peut faire des cuissons verticalement. On évite un retour de flamme et on fait une cuisson parfaite. On fait des grillades sans brûler. Quand on ne brûle pas sa viande, il n'y a aucun danger. Donc il faut pas, finalement, là aussi il faut un peu de patience. Et voilà. puis, le problème c'est que le charbon de bois a une très mauvaise image. Moi j'aimerais vraiment pouvoir changer cette image. Donc votre charbon de bois, il est vendu sous la marque Carbonex. Il est vendu sous la marque Solaire. Mais notre production est limitée pour le moment. Donc, on ne le trouve pas partout. Elle est vendue également sous les marques MDD, les marques de distributeurs. Nous travaillons avec des enseignes qui ont des politiques durables et qui ont mis en place des produits. On est devenu le produit filière dans plusieurs enseignes. On est le premier produit non alimentaire à être sélectionné par plusieurs enseignes. Et je suis vraiment soulagée et contente que les grandes surfaces mettent enfin des politiques durables en place. Ça devient intéressant pour les consommateurs qui font confiance dans leur magasin. Ils vont faire les courses, ils sont sûrs que c'est des produits, que c'est des produits responsables. Mais ça ne l'est pas toujours. Il faut savoir qu'en France, la consommation de charbon de bois annuelle est de plus de 100 000 tonnes. Et nous, les fabricants de charbon de bois français, on arrive à produire environ 30 000 tonnes. Ça veut dire que quasiment 80% du charbon de bois qu'on trouve sur le marché en France est de l'importation. Donc, très souvent d'Afrique, des pays de l'Est. Pas forcément de bonne qualité. Enfin, de très bonne qualité. Ce n'est pas une question de qualité, c'est vraiment une question environnementale. C'est une question de la production, bien sûr, qui est polluante, des gens qui travaillent dans des conditions pas possibles. Abominables. Voilà, un trafic de presque humain. Humain. C'est sûr. On a des reportages qui montrent des scènes choquantes. Et c'est vrai que maintenant, on arrive à produire en France. Il vaut mieux acheter un produit fabriqué en local, avec du bois français, avec une certitude d'une gestion durable. Et c'est comme beaucoup de produits aujourd'hui, il vaut mieux acheter en proximité. Bien sûr, Alors, pour éviter les transports et toute autre chose. Et quand on peut, bien sûr, du bio, nous on aimerait démontrer que notre charbon de bois est bio. Alors aujourd'hui, c'est des labels compliqués, mais on est sur un chemin et effectivement, on ne peut pas trouver un charbon de bois plus éco-responsable que le nôtre actuellement. C'est une de vos prochaines étapes. Oui. Merci Anne-Mette. On va revenir aussi tout à l'heure avec vous parce que plein d'autres questions vont être posées. En tout cas, j'espère que moi, j'ai retenu ce que vous nous avez dit pour le charbon de bois et je ferai très attention en l'achetant maintenant. J'espère que nos auditeurs en feront autant. On va écouter Adele, Rolling in the Deep.
c'est passionnant. Oui. En fait, j'ai pas des études scientifiques, mais quand on fait brûler sa viande, même à la poêle, ou Tefal ou autre, il y a un c'est risque. ce processus qui est mauvais. D'accord. Surtout pas faire brûler. Oui. Ça fait des années qu'ils nous bassinent avec ça, le côté cancérigène, qu'ils nous bassinent. Principe de Maillard. Comment? Principe de Maillard. Non. Oui. Mais c'est cette molécule, ou je sais pas quoi, là, qu'on nous mais dit, il ne faut pas faire cramer, comme vous disiez. Le boucher pour la côte de bœuf, moi, il me dit toujours qu'il faut faire cramer. Cramer, je dirais non. Faire revenir, saisir. Moi, je vous conseille de travailler en intérêt. Est-ce que je peux vous demander comment le bois sur le côté, faire le revenir projet Brochéo a été financé? les flammes. Si vous posez cette question. Alors, si on a un barbecue à couvert, Je sais pas comment. là, ça fonctionne comme un four. Oui, vous pouvez poser la question, mais non, ça Dans c'est les pas barbecues des aujourd'hui, projets c'est d'entreprise, des d'investissement barbecues d'entreprise. Oui, ça va mieux, pas- alors. C'est bien, parce qu'en fait, on utilise la chaleur. Parce que comme on est dans On n'est une pas obligé d'avoir émission économique, Oui, oui. il faut donner des chiffres. Il n'y a pas de souci là-dessus. On le retourne de flamme. Sur le marché du regroupement de crédit, ce que vous voulez, Dans la cheminée. là, il n'y a pas de souci. Ouais. J'aime bien l'hiver. Proprement dit, on est une entreprise commerciale, donc on s'est autofinancé. Donc ça, Oui. c'est très Mais bien. c'est un gros investissement. Voilà, Ou alors, vous me direz ça. augmenter Et alors, j'ai vu que vous étiez sur le lancement d'un site Credit Market, Donc donc je vais Ça en peut parler chauffer aussi. fort, Hein, sans brûler. d'accord. c'est super sympa. Si la grille est plus élevée par rapport à la braise, Et puis après, si ça les permet emplois vous de avez à le faire proposer. cuire. Oui. Il ne faut pas que ça devienne noir. Hein. Plaisir. C'est comme le pain cramé, on sait bien, il faut gratter. Et le pain grillé, c'est pas bon non plus. Bah, le pain grillé, c'est bon, mais pas cramé. D'accord. Alors moi je l'aime bien un peu cramé justement. Oui, Ça ne mais, va pas. mais- Il va falloir Ça faut que je revoie ma... On va changer de mode de vie. ouais. Ça va améliorer. Je retrouve mes petits. Et le bois, parce que tout le monde pense que c'est plus sain le bois. Mais C'est- tout ce qui est toxique c'est dans le des bois, il y a, ouais. il y a des toxiques dans la fumée. Ouais, Et c'est cette fumée que nous, on arrive à récupérer. On le rentre dans la chaudière par une turbine et ça devient l'électricité. On est branché sur le réseau. D'accord, EDF. d'accord, c'est Ouais. incroyable, Ouais. ça, c'est formidable d'avoir eu cette idée. Ouais, en fait, c'est transformer une contrainte en avantage. Parce que quand on se dit c'est toute cette énergie qui est Oui, qui est perdue, perdue, qu'est-ce qu'on peut faut en faire? faire. Alors C'est du ça bonus. fait creuser, hein, ça a creusé pendant des moments. Je vous demanderai après, on abordera le sujet financier aussi, Oui. comment vous êtes financé au départ, parce que vous nous avez D'accord. dit les Oui, crédits d'accord, d'étudiants. les crédits Et puis étudiants. dès qu'aujourd'hui, vous faites des levées de fonds de 65 millions. Oui, voilà. Et Brigitte, si on reprend avec toi, Pardon. parce que sur le fait que tu sois à la Bibliothèque nationale de France, je sais. Ah oui, j'en ai parlé bêtement tout Mais à non, l'heure. Ouais, on va en parler. Non, la turbine, c'est la vapeur C'est qui toujours sort la de la vapeur. chaudière. Ok, d'accord. Voilà. La chaudière transforme la fumée Voilà. en vapeur. On va. Tu me dis, hein, Philippe, si tu veux. Ah non, il écoute. Il est avec Adèle. Oui, il est avec Adèle. Oui, d'accord. Non, vous C'est avec étiez- Adèle. vous n'étiez plus avec nous, on l'a vu. Non, mais en plus, c'est isole bien. énorme. C'est Adèle. Oui. Attention. Vous êtes sur Radio IDFM, le bar de l'économie. J'ai le plaisir de recevoir ce matin Brigitte Enguerrand, reporter photographe, Christophe de Paris, directeur opérationnel de CFC, et Anne-Mette Solermi, chef d'entreprise chez Carbonex. Nous venons d'écouter Adèle, j'ai oublié de préciser, Rolling in the Deep. Brigitte, je reviens avec vous parce que je sais, donc vous nous en avez dit deux mots tout à l'heure, que vous avez cédé toute votre collection de photos à la Bibliothèque nationale de France. Finalement, vous êtes immortalisée deux fois, Brigitte. Eh oui, ça avec fait vos- peur un peu. Donc, comment s'est passée cette... Enfin, je veux dire, c'est la bibliothèque qui est venue vous trouver pour vous demander vos photos? En fait, c'est un petit milieu, le milieu du Oui, théâtre. c'est et un de- microcosme. donc, au bout de 40 ans, on finit. Et donc, je connaissais la personne qui dirigeait le département spectacle, art et spectacle à la Bibliothèque nationale. Et on a eu l'occasion de parler et d'évoquer cette possibilité.
Et c'est vrai que pour un photographe, c'est une certaine c'est une belle reconnaissance. consécration, je comprends. Et c'est le lieu idéal parce que les photos sont là pour le moment, elles sont dans des cartons dans le magasin central. Et elles vont être ouvertes. Oui, mais elles sont déjà physiquement dans la bibliothèque. Voilà, elles sont dans la bibliothèque. Et ensuite, tout le fond va être numérisé et mis en ligne. Alors, ça va prendre des années. Hein, oui, bien sûr. C'est une grosse machine, la Bibliothèque nationale. Et c'est un travail énorme. C'est aussi de leur part un investissement important. Je sais pas, il y a près de 60 000 diapositives, je ne sais combien de négatifs. Enfin, c'est un travail vraiment important. Et voilà, donc et ensuite, c'est consulté beaucoup par les universitaires, les chercheurs, les étudiants qui font des thèses. Ça n'intéresse pas forcément le grand public. Enfin, quoique. Le grand public, quoique, il y a des passionnés de théâtre qui... Voilà, mais ça pourra peut-être même donner un jour lieu à une exposition. Oui, mais ça j'y pense, mais pour le moment, là ça fait 10 mois que j'ai retraversé mes 40 ans d'archives, et là je n'en peux plus. Donc j'ai remis dans l'ordre chronologique toutes mes diapos qui étaient dans l'ordre alphabétique, donc déjà j'ai reconstruit ma vie dans le bon sens, donc ça va beaucoup mieux. J'ai retracé toute la... Voilà, et ça m'a fait plaisir de faire ça. Mais là, il faut que je respire un peu, je vais passer. Mais après, je pense à faire sans doute un livre ou faire de façon liée à une exposition. Mais dans, je sais pas, 2 ans, 3 ans. D'accord. Il faut laisser décanter, c'est comme le vin un peu, les photos. Faut laisser, il faut laisser décanter. Et puis, mais c'est vrai qu'en revoyant certaines images, ça m'a donné des envies de... Mais après, il faut trouver le fil, il faut accompagner de textes, il faut savoir si ce sont des journalistes qui écrivent ou si je demande à des comédiens de participer à ce... voilà, enfin c'est toute une petite chose à mettre en place. Réflexion. Mais qui est intéressante. Mais là, je vais juste souffler un petit peu... Alors, j'ai une question à vous poser parce que quand on fait des photos comme ça, il y a des droits d'auteur. Oui. Donc, vous continuez de percevoir. Là, en les laissant à la Bibliothèque nationale, ce qui est formidable, c'est que je garde les droits d'auteur. D'accord. Donc, c'est vraiment une donc, collaboration. Quelque part, vous en êtes quand même toujours propriétaire. Oui. Parce que c'est un droit extrêmement bien reconnu en France, le droit d'auteur. C'est très bien défendu. Oui, c'est très encadré. Et moi, je me bagarre un peu avec les jeunes photographes qui ont tendance, par facilité, à vendre leur travail comme ça, à faire des forfaits, en cédant leurs droits et tout ça. Et c'est nul parce que, en fait, moi qui suis une vieille photographe, j'insiste sur mon âge, mais c'est une réalité, je touche encore des droits d'auteur sur des photos que j'ai fait il y a 30 ans, 35 ans. Et ça, les jeunes photographes, c'est très important, cette notion de droit d'auteur. C'est-à-dire que une photo, elle est payée à chaque utilisation. Bien sûr. Et pas achetée comme 1 kilo de pommes de terre. J'ai rien du tout contre les pommes de terre, ni contre le charbon de bois. Mais voilà, mais c'est une œuvre d'art. Une photo, elle a sa vie et il y a des générations entières de photographes qui se sont bagarrés pied à pied pour faire reconnaître ça, pour faire reconnaître ce droit d'auteur. Oui, donc par respect pour ces gens... Enfin, c'est très important de continuer ces combats. Et au niveau de l'Europe, il y a des photographes très, très actifs. Et moi, là, je vais avoir plus de temps et je vais consacrer du temps à ça. Parce que je pense que c'est dans ces périodes où on est en train d'essayer de tout réorganiser, tout ça. Je pense que c'est une petite chose, mais... Oui, qui vous tient à cœur. Oui, je pense que c'est important. Merci Brigitte. Alors, vous nous avez parlé peut-être d'un livre. Eh bien, j'espère que vous reviendrez pour nous en parler quand il sera... Avec plaisir, Jacqueline. Christophe, j'ai quelques questions aussi à vous poser. Donc, la devise de Brookeo, c'est accélérateur de succès. C'est bien ça? Oui.
Donc comment ce projet de Brochéo a-t-il été financé dans votre groupe? Comment le projet a-t-il été financé? Enfin, je veux dire... Oui. C'est plus aujourd'hui une stratégie d'entreprise. D'accord. Qui dit stratégie, dit plan de stratégie, Ouais. dit plan d'investissement. Donc, à défaut de dire comment ça a été financé, c'est plus un investissement dont on attend évidemment un retour sur investissement, Oui. avec une prise de risque, comme tout investissement, mesuré, etc. Après, très honnêtement, si Brochéo, accélérateur de succès, Révolution ne prenait pas, Ouais. Dans ce cas-là, forcément, c'est un problème stratégique pour l'entreprise, ce qui n'est pas le cas, puisque, Ouais. comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça a très bien pris. Oui. Aujourd'hui, on est très satisfait. Mais oui, c'est un investissement, c'est une prise de risque. Mais aujourd'hui, si on veut avancer, de Oui, toute façon, on ne faut peut prendre rien des risques. faire autrement. Non. Donc pour vous, le regroupement de crédits, c'est le véritable outil budgétaire? Oui. 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 Alors, sans vouloir aller marcher absolument, je dirais, sur les chemins de nos banquiers traditionnels et banquiers de réseau, qui distribuent du crédit, mais crédit affecté, crédit immobilier, crédit auto, crédit travaux. Nous, le regroupement de crédit, on estime que c'est le véritable outil budgétaire qui permet de complètement, je dirais, mesurer l'endettement du ménage par rapport à ses revenus. Aujourd'hui, j'apprends rien à personne, je pense, que le crédit est devenu monnaie courante, son jeu de mots, et que sans crédit, aujourd'hui, c'est très compliqué d'accéder à la propriété, c'est très compliqué d'avoir un véhicule, c'est très compliqué d'aller travailler, etc., etc. Et on part, nous, du principe, enfin moi, je pars du principe que, de toute façon, on sera endetté une toute partie de notre vie active, et que l'idée, c'est d'arriver à la retraite soulagé et tranquille de ses crédits. Donc, si on part du principe qu'on part pour 20 ans, 25 ans, 30 ans de crédit, autant prendre les bonnes habitudes tout de suite, se dire je consacre 30-35% de mes revenus à mes remboursements pour accéder à la propriété, pour mes travaux, pour pour mes véhicules, mais aussi pour mes loisirs. Dans ce cas-là, le regroupement de crédit, c'est la solution idéale. Oui. C'est celle qui vous permet en fait d'avoir une mensualité constante dans laquelle je viens loger tous mes crédits. Et je peux ainsi complètement mesurer dans mon budget tous les mois. Oui, on a une vue plus globale de ces dépenses. Oui, tout à fait. Alors, vous avez le lancement d'un projet aussi, enfin d'un site qui s'appelle Credit Market. Si vous nous en dites deux petits mots. Oui, deux petits mots. Deux petits Premier, mots. Credit Market, marque web, comme je l'ai dit tout à l'heure, du groupe CFC. Oui. Qui est notre site aujourd'hui dédié en fait à cette clientèle qui aujourd'hui est complètement webisée, qui est googlisée et qui souhaite nous contacter par la voie du web, qui souhaite aujourd'hui comparer, qui souhaite aujourd'hui avoir la meilleure offre, meilleur taux, le moins cher possible, etc. Enfin, c'est le but du web aujourd'hui. Et on répond présent avec cette marque qu'on a lancée il y a quelques temps maintenant, Credit Market, où là aussi le lancement a été un beau succès. D'accord. Beau succès. Bon. Tant mieux. Vous avez des offres d'emploi proposées, Christophe? Oui. Offre d'emploi, globalement, le groupe CFC, donc Coopération Financière de Crédit, sa marque Credit Market, sa marque aussi Brochéo, nous recrutons sur l'ensemble du territoire. Alors, des fonctions aujourd'hui à vocation plutôt commerciale, que ce soit commercial terrain, itinérant, que ce soit des commerciaux plutôt sédentaires, postés pour la marque Credit Market, notamment, où l'on fait de la vente à distance. Pour la marque CFC, et là, on est plutôt sur du commercial dit de terrain, de proximité. Et pour Brochéo, là, c'est tout simplement de l'animation auprès des, comme je disais tout à l'heure, des indépendants, des petits courtiers locaux qui ont énormément besoin d'informations et de formation, où là, on recrute aussi en permanence des animateurs pour pouvoir répondre aux besoins des petits courtiers. Et alors, que faut-il faire pour trouver ces offres d'emploi? Il faut nous contacter. C'est pas compliqué. J'ai cité 3 marques, Opération Financière de Crédit, CFC, Credit Market, Brochéo. Bien évidemment, on nous contacte sur nos sites respectifs où forcément il y a aussi une rubrique rejoignez-nous, déposez vos CV, contactez-nous. On n'a pas vraiment... le regroupement de crédit est une activité très jeune. Donc on n'a pas de diplôme à proprement dit qui nous corresponde. Ça n'existe pas, la licence regroupement de crédit. Donc c'est de la vocation commerciale, c'est du bac plus 2, 3, 4, c'est de l'expérience dans la banque, mais c'est surtout l'envie de faire un métier passionnant. D'accord, très bien. C'est ce qu'on attend. Merci Christophe. Admette, on continue également avec vous. Alors Admette, dites-nous comment vous avez démarré financièrement votre entreprise. Oui,
j'aimerais rebondir du joli message de Brigitte aux jeunes, oui. de ne pas avoir peur de se lancer. Oui, Ça peut être dans la photographie, mais aussi dans l'entrepreneuriat. Il faut oser se lancer. C'est ce que vous avez fait, vous. Voilà, nous avons commencé l'entreprise avec des prêts étudiants. Plusieurs prêts étudiants qui ont permis de démarrer. On a été très bien accueillis par monsieur le maire de Gillé-sur-Seine et son conseil municipal en 92 pour pouvoir démarrer en 93. C'était pas évident d'arriver de Paris, arriver en campagne dans un village viticole avec un produit qui n'avait rien à voir avec le champagne. On n'était pas forcément les bienvenus au départ. Finalement, on s'est très bien intégré dans le milieu. On a des très très bons amis viticulteurs. Et aujourd'hui, Carbonnet est bien intégré. On a commencé dans le petit, donc avec les prêts étudiants. On a avancé ensemble et on est une famille très unie. Quand on est plusieurs personnes de la même famille à travailler ensemble, c'est rassurant. Bien sûr. On a agréable. Tous les mêmes intérêts. Voilà, on a tous les mêmes intérêts. On est tous différents. Donc, bien sûr, on se complimente. On se complimente. On n'est pas toujours d'accord, mais ça permet d'avancer d'une manière très intéressante, mais toujours rassurante, ensemble, sur le même chemin. Et on a réussi, au virage éco-responsable, de faire un premier levée de fonds en 2010 pour démarrer notre installation en 2012. Et l'année dernière, au mois de juillet, nous avons réussi à faire une levée de fonds de 65 millions d'euros. 65 millions, c'est magnifique. Voilà. Donc, c'est équivalent de 2 unités de production, 2 installations de carbonisation et de fabrication d'électricité renouvelable, toujours dans les appels d'offres proposés par le ministère de l'Environnement et de la Transition. Nous sommes au cœur de la transition énergétique, donc notre process répond vraiment aux besoins de fabrication à partir de la biomasse. Donc nous avons la solution en France pour faire l'électricité renouvelable. Donc vous allez renforcer avec cette levée de fonds, vous allez renforcer votre place de leader. Oui, forcément. Voilà. Aujourd'hui, on est les leaders de fabricants de charbon de bois éco-responsables en France. Et nous avons des projets de développement, on ne s'arrête jamais. Et peut-être alors enchaîner les succès dans plusieurs manifestations, parce que j'ai vu que vous avez été lauréat de Stars des métiers, et puis vous avez eu le Grand Prix des entreprises de croissance. Voilà. Donc, de temps en temps, on a la possibilité de proposer nos projets pour des trophées. Donc, on a été lauréat 2 fois pour l'instant, et pareil, on continue à montrer ce qu'on sait faire, à partager. Anne-Mette, je voulais dire, on entend votre joli accent, donc vous êtes née au Danemark, et je me demandais, est-ce que le bois a toujours été une passion pour vous? Le bois n'a pas toujours été une passion, mais le barbecue a toujours fait partie de ma vie. Dans ma famille, on a toujours fait beaucoup de barbecue, et c'était pas un produit qui était étranger pour moi. Je connais depuis mon enfance, et j'adore faire du barbecue, et je pense que je sais bien le faire maintenant. On va vouloir se faire inviter. Avec plaisir. Justement, j'organise une journée le 8 mars. J'ai vu. Pour les femmes. Ah oui, formidable. Pourquoi pour les femmes? C'est la journée mondiale de la femme. Donc, j'ai profité de cette occasion pour inviter que des femmes, pour une fois. Très souvent, quand on fait des visites d'entreprise, on a quelques femmes, beaucoup d'hommes, mais j'ai toujours un retour très positif des femmes qui viennent visiter. Très bien. Un retour où on me dit, mais votre produit est formidable, mais on n'y pense pas. On pense à la plancha, on pense au barbecue au gaz, électrique, etc. Mais on se rend compte que votre produit est vraiment intéressant et dans l'air du temps. Et donc, j'ai voulu sensibiliser les femmes au barbecue au charbon de bois. Donc, j'ai invité des entrepreneuses, nos femmes élues du Grand Est et d'autres personnes, d'autres femmes courageuses à venir découvrir notre site.
on est en plein de travaux, c'est une visite de chantier parce qu'on est en train d'augmenter notre capacité de production pour pouvoir produire encore plus de charbon de bois pour le marché français. J'ai vu que vous envisagez de quintupler vos capacités de production dans les 3 ans. Oui. Et pour répondre à une demande de plus en plus croissante. C'est énorme. On aimerait vraiment pouvoir fournir le marché français. Ouais. Notre partenaire à Nantes, Flamino, qui rebondit sur Nantes, qui est du groupe Dubreuil, a des très bons contacts justement avec des enseignes, comme je disais, qui ont des politiques durables et on est en train de développer et leur expliquer l'importance d'acheter un produit durable et éco-responsable. C'est vraiment important pour le consommateur. Bien sûr, d'avoir un bon produit et pouvoir faire des grillades avec la bonne conscience. Écoutez, c'est super. Je voudrais que vous ayez le temps de dire, vous avez des offres d'emploi à proposer, Annette, je crois. Oui, dans les médias, on recherche des techniciens de supervision. Oui. Donc c'est un poste qui est vraiment au cœur du processus, qui a un œil sur tout le processus. Et donc pour les détails du poste, vous pouvez prendre contact à travers notre site éventuellement, carbonex.fr. Mais c'est des diplômes de bac plus 2 éventuellement, ou des gens qui ont envie de quitter leur stress quotidien dans les villes et venir à la campagne, travailler dans un dynamisme et une entreprise... un environnement favorable. Qui partage quand même nos valeurs d'éco-responsabilité, c'est important parce que c'est vraiment... Il faut adhérer à la philosophie. Et qui peuvent découvrir des projets vraiment dans l'air du temps, intéressants. Et malgré le fait d'être à la campagne, il y a quand même des projets intéressants et des possibilités de profiter de la belle nature et d'autres produits en Champagne. Joindre l'utile et l'agréable. Voilà. Très bien. Bon, donc je vous ai un petit peu coupé la parole parce que à propos du 8 mars, si vous vouliez juste terminer, puisque donc vous allez inviter des femmes. Voilà, donc on va inviter les femmes, on va faire une visite de chantier et on va faire des démonstrations de grillades, justement, savoir faire des grillades sans brûler sa viande et savoir faire griller autre chose que uniquement les saucisses. Les Français ont plus souvent l'habitude de faire au barbecue. On peut faire des légumes, on peut faire d'autres types de viande cuite en indirect et donc on va faire des démonstrations avec un chef qui connaît bien ce domaine, voilà, et avec d'autres produits présentés, de produits locaux présentés à cette matinée. Donc ces femmes, si elles veulent venir, elles doivent aller sur votre site pour s'inscrire. Alors c'est pas une invitation publique. Oui, c'est pas public, c'est quand même sur carton. Voilà. Bien sûr. Oui, je comprends. C'est un site en plus en construction, donc on est obligé de limiter, mais je partagerai les images et les informations importantes à cette journée. En tout cas, c'est une belle initiative pour les femmes et je vous en remercie. Eh bien, écoutez, notre émission s'achève. Donc, je recevais ce matin Brigitte Enguerrand, reporter photographe, Christophe de Paris, directeur de CFC, directeur opérationnel, et Annette Solermi de Carbonex. Merci d'être venus ce matin partager vos expériences et votre passion, parce qu'on sent que tous les trois, vous êtes complètement passionnés par ce que vous faites. Je vous souhaite le meilleur pour l'avenir. Si vous avez un jour d'autres choses à venir nous raconter, c'est avec plaisir que je vous recevrai à nouveau à l'antenne de Radio IDFM. Merci beaucoup. Merci Jacqueline. Merci Jacqueline. Merci. Donc notre bar de l'économie se termine. Merci pour votre fidélité. Je vous retrouve mardi prochain avec de nouveaux invités. D'ici là, bon week-end et portez-vous bien. Je suis un petit peu en avance, mais j'ai fait des progrès. 2 minutes 36. C'est Paris 3, c'est 1h30. Oui, 1h30. C'est plutôt 3.